Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. En ce moment, au Musée des Arts Décoratifs à Paris, il y a une exposition sur le Bauhaus, qui est quand même un des mouvements fondateurs du design en général. Et qui avait, entre autres, j'allais dire devise, enfin en tout cas pour idée qu'il fallait faire du beau pour tous. Et à ce moment-là, l'idée c'était l'association des artistes et des industriels qui pourraient diffuser au plus grand nombre de bonnes formes. Donc là, on est dans une association avec les industriels naissants. On n'est pas arrivé dans le capitalisme dans lequel on est à un autre endroit. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire de dire au fond le beau ne doit pas uniquement par l'ornement, là on est chez Adolphe Loos, c'est pas uniquement, enfin l'ornement ne doit pas servir qu'à dire que certains ont plus de moyens, sont plus riches, sont plus beaux, sont plus intelligents que d'autres. D'ailleurs, eux, ils ont une maxime, c'est plutôt de dire plus d'ornement. On enlève tout l'ornement, on travaille sur la structure, sur la forme et la structure de la forme. Ça va bien sûr amener à un espèce de fonctionnalisme à l'extrême qui est peut-être pas non plus souhaitable. Ça peut aussi amener à une uniformisation des formes qui n'est peut-être pas non plus souhaitable absolument. Mais évidemment, il y a une pensée de l'autre. C'est-à-dire il y a une altérité dans le design social, c'est peut-être ça. C'est moi je parle d'une attention accrue et d'une attention accrue à quoi? Aux choses et aux gens. C'est-à-dire à ceux qui vont effectivement utiliser, à ceux qui vont effectivement voir, être vus avec. Voilà, c'est-à-dire il y a une histoire de se donner, oui, de se donner à voir et d'être vu et d'être bien. C'est-à-dire il faut être bien et se sentir bien, quoi. Et je pense que c'est d'arriver à penser tout ça à la fois. C'est un peu l'orientation qu'on a. Parce que, par ailleurs, parfois, on me dit, mais finalement, vous faites de l'innovation sociale. Dans l'innovation sociale, il y a quelque chose qui peut me déranger aussi. C'est-à-dire que c'est l'objectif, c'est pourquoi on le fait. Si l'innovation sociale n'a que pour but de vendre un peu plus de produits dans le même système dans lequel on est, c'est pas très intéressant. Donc je pense que dans le design social, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire on est au cœur d'une fabrique d'objets, de signes, etc., qui sont dans un système économique avec lequel on a peut-être des questions à se poser. Il faut aller plus loin que... quand on dessine la forme, on la dessine évidemment pour qu'elle soit pertinente à l'endroit où elle va atterrir, mais en plus on se pose la question de ce que l'objet va faire dans le système social, économique, etc. C'est-à-dire on va un petit peu plus loin il me semble, que juste... C'est là où je dis on ne fait pas que des formes en fait. On fait des usages, des effets, des fonctions, des symboles, etc. Un objet, c'est aussi toujours un signe de quelque chose. Je dirais que le design, c'est, en tout cas pour nous, sur la plateforme Social Design, c'est toute la conception des objets et des espaces. Donc déjà, on englobe architecture, on englobe le design mobilier, l'aménagement des espaces aussi intérieurs, les couleurs qui sont autour de nous, le graphisme en général, les signes. Donc c'est les objets, les signes et les espaces. Ça, c'est la première chose. Et on parle de design social quand on a... Alors, je dirais qu'il y a chacun l'utilise un petit peu à sa manière, mais je vais parler du point de vue de la plateforme Social Design. Et pour la plateforme Social Design, c'est d'abord des pratiques qui sont volontairement tournées vers, on va dire, la société, les modifications actuelles et les changements sociétaux qui essayent d'accompagner les transformations qui sont en train de se penser avec, au milieu d'une crise économique, écologique et une crise sociale. Voilà. Donc de dire à cet endroit-là, les designers peuvent participer, ils ne vont pas sauver le monde, hein, on n'est pas des grands sauveurs, mais ils peuvent participer à la réflexion
parce que on est dans un monde des objets, on est dans un monde des signes, et souvent on est dans un monde de commandes à outrance, de fabrique, de surfabrique d'objets. Donc la plupart des designers qui travaillent ou qui réfléchissent avec la plateforme Social Design sont des designers déjà qui ont un rapport critique à leur propre production et qui ont cette capacité je dirais déjà de se demander est-ce qu'il est utile que j'intervienne, de quelle manière je vais intervenir. Et dans le domaine du soin, il me semble, ou de la santé, il y a eu une véritable fracture où on n'a plus de concepteurs n'ont vraiment travaillé. Enfin, c'est très dur ce que je dis là parce que probablement il y a évidemment des concepteurs et qui vont se sentir mis à l'écart par ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que la pression financière et la pression de la commande, la pression de l'urgence qu'on retrouve tout simplement aujourd'hui dans la parole notamment des soignants, des infirmières en ce moment, etc. C'est-à-dire de dire on ne peut pas nous demander de travailler trop vite, de ne pas prendre en considération les gens qui sont là, etc. La commande en fait, des objets, elle est faite de la même manière. C'est-à-dire grosso modo, en général, quand un directeur d'établissement doit faire un nouvel établissement, il demande à l'architecte moi j'ai besoin de 80 lits. C'est-à-dire on ne va pas beaucoup plus loin dans la réflexion. Lui il est pressé, il a un budget. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Non, mais ce qui est intéressant, tu caricatures, mais comment dire, je ne sais pas s'il faut caricaturer là, parce que justement, c'est vraiment très intéressant la façon dont on se fabrique un hôpital. C'est-à-dire que c'est ça, mais c'est ça dans le détail, c'est quand même dans des moindres détails. Le problème, c'est que c'est l'écart entre la mise en œuvre et le moment où on le décide qui fait que tout ça est complètement remis en question. Complètement. Les durées sont... la question de la temporalité, par exemple, de la conception est très importante. C'est-à-dire une conception... une des choses méthodologiquement qui me semble extrêmement importante dans le design social, c'est de dire on a besoin de temps, on a besoin de rencontrer et d'être en relation permanente pour pouvoir éprouver ce qui est en train d'être conçu. Et l'éprouver avec tout le monde, pas uniquement avec le décideur, pas uniquement avec le financeur, mais surtout avec l'usager. C'est aussi la revalorisation de ce qu'on appelle en architecture la maîtrise d'usage. Et de dire, non pas, je veux dire, tous les programmistes en architecture, c'est-à-dire ceux qui écrivent le programme auquel va répondre l'architecte, ont normalement une responsabilité de faire ce qu'on appelle le programme fonctionnel, c'est-à-dire technique, où doivent passer les flux, l'électricité, l'eau, le nombre de mètres carrés à respecter par rapport à l'accueil des personnes, à l'établissement, au flux, etc. Et normalement, il y a aussi effectivement un programme d'usage, un programme social qui doit répondre au projet d'établissement, quelque part. Qu'est-ce qu'on va réellement faire dedans et là-dedans, quelle est même l'idée qu'on a du soin lui-même. Et c'est à ça que devrait pouvoir aussi répondre le designer, l'architecte, etc. Et la compression en fait, de la commande, à la fois l'urgence et à la fois des temps qui sont complètement décalés, c'est-à-dire on décide, il y a une décision politique, on doit faire cette chose-là, et puis on nomme une personne à qui on dit tu te débrouilles avec le cahier des charges, le directeur d'établissement il a X choses d'autres à régler, mais c'est faire appel à des gens aussi compétents qui peuvent être ces intermédiaires et qui peuvent traduire cette commande, qui peuvent être là et traduire ou donner la place et le temps de dire les concepteurs vont travailler en même temps que nous dès le départ du projet à la réflexion aussi en termes de contenu, d'approche du soin, d'éthique du soin, etc. et se dire qu'est-ce que moi comme concepteur, comment je peux adapter ce projet dans ses usages en modifiant des espaces. Est-ce qu'il est absolument obligatoire, j'allais dire, pour un établissement d'avoir toutes des chambres de même taille, par exemple. Je dis une chose, pourquoi pas, effectivement, on a un principe d'égalité, de se dire tout le monde doit avoir le moins de soins, mais peut-être que c'est pas la même chose un long séjour, un court séjour, peut-être que c'est pas la même chose quand on est très, entre guillemets, appareillé avec des soins très techniques et quand on est dans un autre type de pathologie. Donc il y a peut-être des variantes, là c'est des exemples un peu banals, mais il y a plein de choses qu'on pourrait prendre en compte. Et souvent, on prend en compte un flux, moi ce que j'appelle un flux technique,
uniquement, y compris dans le flux humain. On ne prend que la part technique, c'est-à-dire combien de personnes doivent rentrer dans les lieux et de manière sécuritaire, combien doivent passer dans tel couloir, etc. Et on ne va pas plus loin. Alors qu'effectivement, il y a de l'affect. Et après, là, c'est pareil aussi que, je dirais, dans les méthodes de management où on commence à se rendre compte qu'il faut peut-être parler de manière plus horizontale, que des équipes soignantes et les aides-soignants ont leur mot à dire dans l'accompagnement de la pathologie, ou etc. Et ben effectivement aussi dans les usages et la prise en compte des objets, de ce qui les entoure, ils ont aussi une maîtrise, ils ont aussi une expertise en quelque sorte. Il y en a qui pratiquent de ce qu'on appelle de la co-conception, c'est pas systématiquement de la co-conception, et puis finalement probablement qu'à la fin c'est quand même toujours le designer qui décide, hein, qui a la compétence de fabriquer l'objet. Ça peut être ce que en architecture, ce que Chloé Baudard nomme la permanence architecturale, c'est-à-dire de dire à chaque chantier, on met en place une équipe qui en permanence accueille à rythme régulier ceux qui veulent être informés, ceux qui veulent participer, ceux qui veulent s'exprimer sur le chantier en cours. Il y a différentes manières de garder ce contact direct avec les usagers. Et il y a une part aussi, dans les usages, il y a les usages qu'on peut voir, qui sont les usages aujourd'hui qui existent, et puis une projection dans le temps des usages qui pourraient apparaître, dont on pourrait avoir besoin, et dont on n'a pas le temps on ne prend pas le temps de laisser émerger. On parlait d'une part, dans certaines pathologies, du fait que les familles fabriquent en fait des objets pour aider à l'accompagnement. Ils ne sont pas accompagnés à cet endroit-là par aussi des gens qui pourraient peut-être finalement faire émerger des objets qui sont concrètement, qui naissent du terrain et qui auraient peut-être besoin d'être améliorés ou des choses comme ça. Et de la même manière, les infirmières, par exemple, fabriquent des choses parce qu'elles ont besoin de certaines choses qui n'existent pas. Et alors qu'on a des demandes hyper techniques, hyper sécuritaires, hyper légales envers les concepteurs dans les commandes, d'un autre côté, dans la pratique, en fait, on utilise énormément de choses qui sont absolument hors loi, hors légalité, hors tout, mais qui émergent parce qu'on en a besoin. C'est quelque part, c'est cette capacité de s'outiller, je veux dire, qui est en jeu aussi. Oui, mais il y a aussi un savoir-faire. C'est vraiment intéressant parce que ça fait penser. Alors, bon, comment dire, c'est un fait. Hein, je veux dire, les ouvriers sont passés d'un statut à un autre à partir du moment où ils ont abandonné leur savoir-faire. Avant, ils construisaient leurs outils. Construisaient leurs outils. Chacun avait son outil sur mesure, à sa main. T'es gaucher, t'es droitier, t'es fort, t'es pas fort. Bon. Quand il est passé de ce statut-là à celui de serviteur d'une certaine manière de la machine, qui elle, voilà. Alors c'est parfait, effectivement, ça dépasse pas d'un poil, etc. Mais c'est quand même bon. À un moment donné, on s'était entendu, c'est ce qui apparaît dans le manifeste de la plateforme, sur cette idée de concepteur contextuel. C'est-à-dire de dire, au fond, il y a un certain nombre de problématiques qui sont trop spécifiques pour qu'on puisse édicter des règles absolument strictes sur tel objet fonctionne partout. Il y a des principes probablement qui peuvent être répliqués, mais tout n'est pas réplicable et tout n'est pas utilisable en série. Ce qui pose aussi un problème et une difficulté aussi de dialogue avec les concepteurs des objets, enfin avec les industriels qui fabriquent les objets, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre la seringue au marché chinois, au marché européen, au marché africain, etc. Enfin, c'est à peu près, c'est des échelles en fait économiques qui sont bien trop grandes et qui n'ont pas le temps de se poser la question de qu'est-ce qui culturellement serait rassurant, parce que évidemment, dans la part des objets, il y a une part symbolique très forte. Qui est la part qu'on discute trop peu, je pense, qu'on discute trop peu parce que
on commence à pouvoir les discuter effectivement dans un contexte de santé, de handicap, c'est-à-dire de précarité ou de fragilité, de vulnérabilité. Là, on peut commencer à en parler parce qu'on se rend bien compte que il ne suffit pas d'avoir un apport technique, un soin juste une thérapeutique purement technique, ça ne suffit pas. Mais néanmoins, on n'est pas... on ne s'autorise pas à dire tout ce que peut dire aussi la symbolique de ces objets. Enfin, je pense à un projet d'une designer qui a travaillé sur l'eau et sur l'utilisation des eaux et sur les possibles, où un de ses premiers projets était une fontaine d'eau de pluie qui récupérait l'eau de pluie et qui les filtrait. Et très vite, elle m'a dit, mais moi, mon problème, c'est je ne peux pas commercialiser cet objet parce que les lois européennes, de toute façon, interdisent l'utilisation d'eau de pluie. Ou en tout cas, c'est très réglementé, il y a des contextes très particuliers, donc son objet ne peut pas être commercialisé par rapport aux normes européennes. Même si sur le fond, en France, on peut utiliser l'eau de pluie dans certains contextes particulier en fait, ou chez les gens de telle manière pour l'arrosage du jardin ou je ne sais, en récupération de cuves. Mais la fontaine et le filtrage qui permettraient de boire l'eau de pluie, alors que ça fonctionne, alors que ce serait, je me dis aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé à Grand-Sainte sur les corps migrants, etc., peut-être ça aurait été plus qu'intéressant de se dire on peut filtrer cette eau de pluie, on peut recycler, être dans un cercle beaucoup plus court, on peut s'en servir autrement, quoi. Mais ça, c'est pas... Comment ça se passe quand même concrètement? Bon, si on peut prendre des hôpitaux, on peut prendre d'autres choses, hein, mais disons, si on prend le monde de la santé, c'est le social designer qui va à la rencontre des institutions et qui essaye d'expliquer ce qu'il a à vendre, ou il y a une demande? Non, aujourd'hui, il y a un mélange. Alors, je ne pourrais pas parler de manière globale sur tout. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait une étude générale qui ait été faite. Autant il commence à y avoir des études sur l'innovation sociale, autant sur des pratiques de design en général. Je ne parle même pas de design social. Je ne pense pas qu'il y ait une étude qui existe sur la santé. Voilà. Donc sur ce secteur-là, ni même d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup sur d'autres. Nous, on compte entamer cette année une étude déjà sur le territoire français des conditions du design social, de pratiques réelles, alors pas du tout seulement dans le secteur de la santé. Pour ce qui se passe en général, il n'y a pas de repérage du design social. Il y a des acteurs du design social, certains sont repérés, je pense notamment à la 27e région qui est un peu spécifique parce que c'est plutôt ce qu'on appelle du design de service. En fait, eux disent design des politiques publiques, je crois, si je me souviens bien. C'est la manière dont ils se nomment. Et alors, derrière ça, ils travaillent avec des équipes dans des services publics pour réfléchir à ce qui pourrait être effectivement amélioré à l'intérieur des services, en termes parfois juste d'organisation, de management, éventuellement en termes de dire il manque quelque chose, il manque un accueil, il manque tel espace, il manque... il y a, je ne sais pas, un espace qui n'existe pas, une fonctionnalité qui n'existe pas, quelque chose qui n'est pris en charge par personne, etc. Donc, c'est vraiment de la réorganisation des services. Et eux ont aussi pas mal, je pense, travaillé sur des problématiques de soins, notamment Hôpital Nord à Marseille ou des choses comme ça. Après, il y a des projets isolés comme celui qui a été en partie en fait mis en place avec la 27e région qui s'appelle la Fabrique d'Hospitalité, qui est en fait le laboratoire d'innovation sociale du CHU de Strasbourg, donc qui en interne était un service d'action culturelle devenu finalement laboratoire d'innovation sociale et culturelle et qui intègre, je crois, une ou deux designers dans leur équipe et qui essaye, en allant voir les différents services, de proposer
Parfois, c'est de l'aménagement des espaces, parfois, c'est un travail sur un document très spécifique. Par exemple, elles ont fait un document qui est un formulaire et qui permet au patient qui est suivi en ville, en ambulatoire, d'avoir un échange entre le médecin de l'hôpital, la prescription, ce qui a été dit à l'hôpital, et le médecin de ville, et qui est formaté pour que le patient, lui, ne se perde pas et puisse retranscrire de manière assez juste l'échange entre les deux médecins, quoi. Donc ça, c'est des petits exemples. Après, ils ont travaillé sur des réaménagements de services, sur un accueil, je pense, dans un PASA ou des choses comme ça. Alors là, je dirais, le rôle de la plateforme, il se joue quelque chose. Moi, quand on a commencé à travailler sur la question du soin et de la santé, j'ai commencé à interroger, je veux dire, les designers avec qui on était en contact en disant quels sont ceux qui veulent travailler là-dessus spécifiquement, à monter ce que j'ai appelé un groupe soin. Et je me suis rendu compte assez vite que s'il y avait 10 personnes en France qui s'intéressent spécifiquement à ça, la plupart d'entre elles ne se sont pas rencontrées, ne se connaissent pas. Se connaissent de nom, se connaissent, observent ce que les autres font, mais ne se rencontrent pas parce qu'elles sont probablement en situation de concurrence, d'une part, et parce que elles n'ont peut-être pas exactement les mêmes approches, et parce que ensuite c'est pas non plus forcément ceux qui sont les plus demandés. Parce que ce que je pense, c'est que quand les commandes se font, je dirais que les fabricants, pour ce qui est du mobilier des objets, ont leurs designers en interne qui ne sont pas spécifiquement dans des démarches de design social, qui coulent du dessin. On leur demande du produit, on leur dit là on a besoin, la tendance dans les EHPAD en ce moment, c'est de remeubler avec des trucs un peu jolis, tu me fais quelque chose avec des couleurs et je sais pas quoi, et on sort un nouveau produit, et puis voilà, on ne se pose pas la question un peu plus loin, on est dans un système purement marketing à cet endroit-là. Et de l'autre côté, bon, tout ce qui est à domicile est évidemment, j'allais dire un peu laissé pour compte, pris en charge par la fabrique et la bonne volonté des ergothérapeutes ou des infirmières ou des aides-soignants qui sont là et qui peuvent proposer des choses. Mais là, on a un circuit économique, donc finalement, il n'y a pas peu, j'allais dire, de design et de design social encore plus dans le contexte de soins. Et l'enjeu de la plateforme, c'est de dire il faut qu'on crée cette passerelle, parce que probablement, mon regard, moi qui ne suis pas designer, mon regard, mais qui observe ce milieu-là depuis 15 ans, c'est de dire c'est probablement ces pratiques du design-là, cette manière de réfléchir le design qui serait le plus adapté pour répondre à des problèmes concrets dans ce secteur-là. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est ce mariage-là. C'est de dire à un moment donné, il faut que les designers passent le cap d'aller chercher les commandes à cet endroit-là, de s'imposer dans les commandes, et il faut que les commanditaires, eux, changent leur manière de faire leurs commandes. Donc il y a des pratiques du design qui doivent se transformer pour aller vers quelque chose qui n'est pas juste une réponse à une prestation, et de l'autre côté, c'est-à-dire de ne pas accepter juste d'être un prestataire qui remplit le cahier des charges comme on lui a dit et qui ne se dit pas que là il y a un problème dans le cahier des charges, et de l'autre côté, des commanditaires qui ne balancent pas juste du flux technique et des problèmes économiques. Il faut que les deux changent pour que ça fonctionne. Donc, par exemple, l'étude là qu'on veut faire, l'objectif c'est de faire des propositions sur des nouvelles possibilités de mettre en place des commandes, notamment publiques, mais pas que, qui souvent donnent le modèle aussi. Et une des autres études qu'on souhaiterait faire et qu'il faut qu'on finance par ailleurs, c'est de dire est-ce qu'on peut faire une étude pareil, de la même manière qualitative, etc., et quantitative, comment ça se passe quand il s'agit d'aménager le domicile. Voilà. Ça, c'est venu aussi des échanges qu'on a eus avec l'espace éthique, de se dire, tiens, à cet endroit-là, évidemment, il y a encore moins d'études, parce que je pense que dans les établissements, il commence à y avoir des changements. Il y a eu des amorces, il y a aussi des demandes, par exemple, de salons des familles. En général,
les demandes sont orientées effectivement sur la restructuration des services, par exemple, ou sur l'accueil en général, la question de l'hospitalité ou de l'accueil, enfin réduite à l'accueil, j'allais dire la question de l'hospitalité réduite à l'espace d'accueil, ou à un espace spécifique pour accueillir les non-malades, la famille, etc. Donc c'est souvent ces modèles-là de projets qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas suffisants. Qui sont paradoxaux parce que ça s'adresse à l'extérieur. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose Oui. c'est assez curieux. Après, il y a quand même il y a eu des améliorations, par exemple, en tout cas il me semble, hein, dans les maisons de retraite, EHPAD, etc. Il y a des améliorations sur la personnalisation des chambres, notamment, ou sur des espaces un peu plus conviviaux. C'est pas le cas partout, hein, c'est pareil, c'est des petites parcelles qui démarrent, etc. Mais il commence à y avoir une réflexion quand même là-dessus. Après, il y a des modèles, moi, je ne sais pas, je n'ai pas encore non plus hein, une vision assez large sur des modèles français, mais en parlant, j'étais contactée par une personne qui travaille à la clinique de l'Espérance, je crois, à Liège, qui travaille depuis des années alors elle est vraiment sur l'accueil spécifique des enfants dans des hôpitaux pédiatriques et sur tout le travail qu'elle a fait par exemple, notamment le décor des plafonds, quand du coup les enfants sont en brancard, sont très stressés, de leur donner une vision, quelque chose à regarder, un récit, quelque chose qui se passe, et sur ensuite le premier contact avec l'hôpital avec un projet qui, me semble-t-il, s'appelle l'hôpital en jouets ou quelque chose comme ça, qui est en fait juste une salle, je dirais, de médiation, hein, moi qui viens plutôt d'un univers d'exposition au départ, une salle de médiation où en fait on a en modèle réduit la table d'opération, les outils, des poupées pour travailler avec ça, un scanner, un IRM, enfin j'en sais rien, toute cette machinerie qui peut être extrêmement effrayante. Et du coup les enfants en préparation des opérations ou de certains actes vont venir jouer un moment avec des soignants, sur comment on fait, qu'est-ce qui s'y passe avec les poupées, etc. Donc il y a quand même des choses, encore une fois, il y a pas mal de choses qui se passent, mais de manière très isolée. Et ça n'empêche pas que les grandes commandes se font de manière... plutôt que d'y penser au départ, on est quand même dans une pensée du pansement. Voilà, c'est bien c'est-à-dire on se dit ah oui là il commence vraiment à y avoir un problème, il faut que je règle ce truc-là, alors on va mettre une salle un peu plus conviviale. Après on ne décrète pas qu'une salle est conviviale, quand il n'y a rien à y faire, personne n'y va. Hein. Du coup, la question de l'activité humaine, elle est centrale là-dessus. Une salle juste pour se détendre, ça n'existe pas. Une salle, c'est une salle où on fait autre chose, on s'isole, on lit un livre, j'en sais rien quoi, mais Oui, absolument. Alors, je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur comment dirais-je, l'émergence parfois de projets dont on n'a pas encore conscience du fait qu'ils vont ils vont répondre à des usages qui ne sont pas encore là, qui vont se manifester plus tard. Bon. Ça fait un peu penser au travail des futurologues, hein, je ne sais pas si on les appelle comme ça, mais qui envisagent la ville de demain, par exemple, qui pensent déjà à, je sais pas, l'éclairage public dans 20 ans ou des choses comme ça. Bon. Moi, ça me fait penser à l'ENSI. Tu les connais sûrement. Bon, voilà. Donc là, je crois qu'il y a eu des étudiants, il y en a sûrement encore, qui travaillent sur. Alors je crois que c'était autour d'Alzheimer. Hein. Oui, il y a beaucoup de projets sur Alzheimer. Ouais. Là, il y a une espèce il y a quelque chose qui bouge, enfin qui se. Ces moteurs, il y a des endroits comme ça, il y en a d'autres. Moi, je connais celui-là un peu par hasard. Mais... Dans les écoles, il y a. Je dirais sur le soin spécifiquement. En ce moment, c'est aussi à Strasbourg, au lycée Le Corbusier. Il y a Nantes. Je dirais qu'il y a des pôles déjà design social.
de manière, je dirais, j'espère que j'en oublie pas un parce que ce serait. Mais je sais qu'il y a des choses à Strasbourg, à Lille, à Nantes, à Nîmes, à Saint-Étienne, bien sûr. Et là, comme ça, tac, 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 j'ai déjà une idée. Alors, ce qui est spécifique à Strasbourg, donc c'est un lycée qui s'appelle lycée Le Corbusier, qui a donc des diplômes supérieurs, mais de l'éducation nationale, mais en design. Ils ont d'abord une pratique où ils croisent les design graphique, design objet, design d'espace. Donc ça, c'est aussi quelque chose duquel on est très proche, parce qu'il me semble important qu'on ne pense pas ces choses-là séparément. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont un accord depuis des années avec la fameuse fabrique de l'hospitalité dont je parlais tout à l'heure. Donc ils ont un terrain d'atterrissage, entre guillemets, très concret, in situ, il s'appelle In Situ Lab. Alors ils ont fait des choses aussi sur la ville, sur la pratique de la ville, mais là, je pense que cette année, sur les 2 diplômes à venir, les 2 années à venir, ils sont sur la question du soin. Donc ils se posent des questions sur l'éducation thérapeutique des patients, je crois qu'il y en a qui travaillent sur l'annonce de la maladie à la famille ou des choses comme ça très spécifiques. Donc c'est des étudiants qui sont jeunes, hein, c'est aussi des projets qui ne sont pas, faut les prendre à l'endroit où ils sont, c'est des projets qui ne sont pas professionnels au sens premier et qui manquent peut-être d'expérience, mais qui sont d'abord bien conduits, il y a quand même des enseignants, et puis voilà, après ça ouvre des portes, ça ouvre des pistes de réflexion, et ça crée aussi des envies par rapport à ces designers qui vont devenir professionnels et qui quand même s'y intéressent. Après, il y a des gens qui ont... donc la question c'était... Est-ce que ça crée une espèce d'émulation Oui. Après, il y a des choses là... pour moi, très concrètement... je pense... Alors, je parlais de l'ENSI. À l'ENSI, ils ont un programme à Paris. Je pense qu'ils ont... À l'ENSI, c'est très vaste. L'ENSI, c'est très grand. C'est une histoire très particulière, l'ENSI. Il ne faut pas oublier qu'elle a été montée... c'est une école qui a été construite, entre guillemets, les ateliers, par Patrick Bouchin, donc qui est architecte, mais qui est un des architectes qui a toujours probablement travaillé avec des équipes pluridisciplinaires d'architectes et de designers, qui est je dirais le père spirituel de Chloé Baudard, qui est notre présidente aussi, donc et qui lui a fondé a parlé d'école de situation, qui a travaillé aussi sur des architectures foraines, la question de l'architecture foraine, c'est-à-dire des architectures souples, des architectures qui peuvent se déplacer, qui ont à la fois une résistance mais une modularité très forte, donc pour moi, je le dis comme ça parce qu'il me semble très important, par exemple, que toute cette école d'architecture qui existe, qui est une école de la réhabilitation, de la pensée, du effectivement nécessaire, de l'usage social, etc., qui est très fort, puisse arriver jusque dans ces questions de santé, dans ce champ-là. Notamment au domicile. C'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on arrive à créer une émulsion aussi à cet endroit-là, qui n'existe pas encore, parce que ça nous échappe par la parcellisation des domiciles. Mais donc il y a ça, et puis il y a donc dans l'ENSI, après il y a eu différentes générations, différentes directions, mais c'est des ateliers interdisciplinaires où on a une pensée de design transversale, encore une fois, qui n'est pas... ils sortent designers, ils sortent pas designers, j'allais dire graphiques ou designers objets, etc. Ils ont une espèce d'approche globale, ils sont habitués à travailler en atelier. C'est vrai que c'est un enseignement qui, quand même, ils ont une pratique très proche de la fabrique et ils essayent de maintenir... ils sont un peu normalisés, je pense, par rapport à l'origine de l'école, mais néanmoins, ils ont une approche comme ça pluridisciplinaire et par la pratique, en fait. Je pense que c'est aussi une école de pratique. Il y a des gens qui pensent dans la pratique, et ça, c'est des designers. C'est des gens qui pensent, pas que des concepts, ils pensent de la conception. C'est ça, c'est-à-dire ça part du concept et c'est de la conception, c'est là où le pratique est
penser dans la pratique, penser dans l'usage, pas en se disant Dans le réel, faut pas. sans être non plus dans la solution à tout, mais à un moment donné, il y a des observations qui doivent se croiser avec les gens qui sont sur le terrain, avec les usagers, qui doivent se croiser avec des scientifiques de tous bords, sciences dures, médecine, sciences humaines, etc. Ensemble, il faut arriver, mais à un moment donné, c'est eux qui transforment, qui changent la forme, qui arrivent à formuler quelque chose qui peut être utilisé à nouveau. En fait, il y a des endroits. Ce qu'il n'y a pas, c'est peut-être une plateforme, quoi. Précisément. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de jouer, c'est de dire comment. Là, on réunit. Il y a aussi à Saint-Étienne, il y a énormément de recherches depuis des années autour de cette question-là, mais malheureusement, malheureusement, d'un côté c'est très bien, c'est territorial. Ils font une recherche territoriale, c'est leur mission, c'est pour ça aussi ils ont à la fois ils ont des projets nationaux, internationaux et des projets territoriaux, et là-dessus ils sont accompagnés. Là, pour la biennale qui arrive, nous on s'est associés à eux ponctuellement, mais eux ont repris un rez-de-chaussée, puisqu'il y a cette tradition depuis quelques années. Pendant la biennale de design de Saint-Étienne, la ville donne en pratique, comme terrain pratique, des rez-de-chaussée de centre-ville qui sont plus utilisés. Parce qu'il se pose bien sûr la question de l'aménagement territorial, des rez-de-chaussée qui se vident, etc. Là, on est dans des questions d'urbanisme. Mais du coup, ils proposent à la Biennale de design et à des indépendants, des designers qui ont des projets, de les montrer à ces endroits-là. Moi, je les avais contactés en leur disant « J'aimerais beaucoup qu'on investisse au moins une journée, un moment, pour réfléchir sur les lieux intermédiaires de soins. Qu'est-ce que ça peut être un lieu qui... aide au maintien au domicile de la même manière que les centres d'accueil de jour le font pour les patients d'Alzheimer, mais qu'est-ce que en général, pour d'autres types peut-être de pathologies, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme lieu qui ne soit pas l'hospitalisation ou aller à l'hôpital en ambulatoire, etc., mais qui puisse se faire dans peut-être des lieux intermédiaires. Il y a une réflexion à avoir là-dessus. Et eux m'ont expliqué qu'en fait, ils ont monté un living lab tout simplement sur la question du vieillir en ville et avec ses rez-de-chaussée. Donc du coup, on s'est associés, on s'est greffé à eux parce que je pense qu'ils feront plus de choses que ce qu'on pourra proposer. Mais voilà, ça eux, ils sont en réflexion permanente. Ils ont fait énormément de choses avec le CHU aussi. Les questions de domicile, ils n'isolent pas. Roxane Andrès avait fait avec eux une étude sur, pour le coup, sur les objets du soin. Donc ça, il y a des pôles qui réfléchissent à ça isolément depuis des années. Sauf qu'il y a besoin quelque part d'en faire une étude aussi, je dirais, nationale, et d'en faire et une étude, moi je pense, spécifique au design, parce que je parle pour ma paroisse, mais je pense que les études qui ont été faites sont parfois des études sociologiques, parfois des études anthropo, etc. Mais il n'y a pas d'études sur la pratique concrète de fabrication de ces objets, de ces espaces, avec un œil de designer aussi, qui puisse se dire, mais là, à cet endroit-là, on peut être critique, tout n'est pas parfait, mais peut-être il y a des choses intéressantes, et faire cette analyse de ce qui a joué correctement et de ce qui n'a pas joué. Il y a des objets, j'aime bien utiliser cet exemple-là, mais je pense toujours à la ceinture de maintien lombaire. À un moment donné, on a eu pendant des années que la ceinture de maintien lombaire beige qu'on essaie de cacher, qui est sous le vêtement, et dont on trouvait que, tout le monde est d'accord pour dire que c'est très laid. Alors on a fait des versions noires pour les gens qui ont la peau noire ou qui mettent des vêtements noirs, je ne sais pas. Et il y a un designer qui a travaillé là-dessus et qui a essayé de faire une ceinture lombaire qui se porte par-dessus le vêtement, qui a les mêmes qualités techniques, qui fonctionne, qui n'est absolument pas... Et bon, c'était déjà il y a plus de 10 ans. Cet objet, il n'a pas marché parce que les gens l'ont pas pris au sérieux, en fait.
Tout simplement, les utilisateurs ne le prenaient pas au sérieux, ils se disaient que c'était pas possible. Après, il y a peut-être des questions esthétiques, est-ce que une grande ceinture, moi je ne sais pas si je porterais une grande ceinture sur mon pull, etc. Mais il n'y a pas eu d'études, on ne sait pas en fait. On ne sait pas, on tente une chose et puis on ne sait pas pourquoi ça a marché, pas marché. L'intention était juste, peut-être la forme n'était pas bonne. Est-ce que cet objet il a été testé suffisamment longtemps dans des bonnes conditions avec les bonnes personnes? Enfin, c'est ça aussi, c'est tout le processus en fait du design social qui est intéressant à observer et de se dire à chaque en fait, étape, une des qualités, je pense, de ce type d'approche de design, c'est de dire on peut aussi faire évoluer la méthode à chaque fois. C'est précisément, moi je m'oppose à l'idée que le design est une science. Le design n'est pas une science, n'est pas une discipline non plus, et je ne sais pas encore, c'est le design, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça rentre dans un champ global de fabrication d'objets dans lequel effectivement l'art est et le design est, mais il y a autre chose dedans. Je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que à la fois il y a des méthodes, des manières d'aborder les choses et en même temps il faut savoir les faire évoluer contextuellement. C'est-à-dire c'est un incessant va-et-vient entre le monde, l'actualité, la prise au réel, les usages, la théorie, quelque chose qui doit venir nourrir aussi de se dire tiens, comment je le relie à une théorie plus générale et en même temps des pratiques concrètes, une compréhension du matériau, de ce que ça fait et des pratiques symboliques. Enfin, donc c'est assez complexe, c'est un maillage assez complexe de pouvoir travailler ça et se dire à tel moment je mets ça en recul, là je dois avancer là-dessus et pas là-dessus, il faut que je prenne en considération ça, il faut... théoriquement, tout design est social. Voilà. Après, c'est dans la pratique que ça se joue. C'est-à-dire, c'est très difficile à observer parce que probablement, aucun designer ne va te dire qu'il est designer social. Aucun. J'en connais pas un. Par contre, certains ont, je pense, une attention accrue à la question sociale, aux questions environnementales, économiques, peut-être politiques, etc. Et dans ce cadre-là, essayent de pratiquer, encore une fois, en ne se contentant pas d'être des prestataires ou de valoriser uniquement leur propre image de créateur. Et du coup, peut-être c'est à cet endroit-là. Donc ça recoupe probablement beaucoup de designers finalement.